Elle souffle 60 bougies cet hiver. La station de la Plagne nous accueille cette semaine pour ce nouveau panorama. Bienvenue sur 8 Mont Blanc, merci d'être avec nous. Dans ces 4 nouveaux épisodes, nous rencontrerons une figure historique de la station. Nous nous intéresserons à l'environnement avec une représentante de l'ONF, mais aussi au ski bien sûr, avec l'école de ski Oxygène qui fête elle aussi un anniversaire. Et nous serons avec la skieuse Marie Martineau. Pour débuter donc cette semaine à la Plagne, je suis accompagnée d'André Broche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais à l'instant, vous êtes une figure historique de la station. Vous avez été moniteur de ski. Vous êtes toujours moniteur de ski, mais un petit peu retraité quand même aujourd'hui. Effectivement, retraité depuis 10 ans, donc je viens aider l'école de ski en période d'affluence, donc vacances scolaires de Noël et février. Et puis vous avez été directeur de la piste olympique de bobsleigh. On va en parler longuement avec vous. Mais d'abord un petit retour sur la création, les débuts de la Plagne. Est-ce que vous vous en souvenez? Vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça? Oui, effectivement, puisque moi j'habitais la Plagne, qui était donc une mine, c'était une mine de plomb argentifère. J'habitais la Plagne 10 ans avant que la station se crée. Donc effectivement, j'ai vu les prémices, en fait, la découverte du domaine par les responsables nationaux et avec des skieurs locaux, la construction des premiers immeubles, la construction de la route, puisqu'il faut quand même se rappeler que l'ancienne route de la Plagne n'était accessible qu'en 4x4, qu'en Jeep uniquement. Donc il a fallu créer une route. Et puis petit à petit, une remontée, deux remontées, une dizaine, télécabines et plein d'autres stations en dehors de la Plagne. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'époque de voir comme ça une station entière sortir de terre? Écoutez, en fait, on était jeunes et on se demandait ce que ça allait être. Téléski, on connaissait puisque nous avions un téléski dans le village un peu plus bas, à l'arrivée de la piste de bob à La Roche, un très vieux téléski. Mais on s'en servait, donc on savait ce que c'est qu'une remontée mécanique. Et on ne se rendait pas bien compte de ce que ça pouvait être. Et très rapidement, à la place de damer sa piste à pied de remontée, on a fait comme tout le monde. On a pris le téléski, on a pris les remontées mécaniques. Et ça nous a permis d'apprendre vraiment à skier. Et puis effectivement, de découvrir le domaine qu'on connaissait déjà un petit peu, puisqu'on le connaissait l'été. Mais l'hiver, on ne montait pas sur la Plagne à ski. Qu'est-ce qui a poussé les pionniers de la station à créer justement ce domaine de ski? En fait, ça part d'un concept non seulement local, mais ça a été une politique nationale et départementale. Dans les années 60, il n'y avait presque plus de travail dans la vallée. Il restait quelques mines en activité, la mine de Charbondem, la mine de Pézet, la mine de plomb argentifère de la Plagne, quelques scieries, et en dehors de ça, pas de travail. Donc les gens allaient devoir s'expatrier. Et par rapport aux autres pays de l'arc alpin, effectivement, nous étions très très pauvres en station, et la Tarentaise et la Vanoise, en fait, proposaient des domaines skiables extraordinaires, faciles à aménager puisqu'en altitude et sur un territoire communal. On pouvait implanter très rapidement des remontées mécaniques, des immeubles. Et c'est ce qui fait que le plan montagne instauré par l'État, en fait, a pris place. Et la première station de ce plan montagne a été la Plagne. Quels ont été les moments vraiment clés dans la création puis l'évolution de la station? Alors, les moments clés, moi je me rappelle donc l'année 1964, qui a été une année très très pauvre en neige. Et comme la Plagne, l'ensemble des pistes était en fait sur des prairies, on a pu skier sur à peu près 20 cm de neige. Mais ça a été l'hiver 64, un hiver, je crois que on a peut-être connu ça maintenant, mais ça a été pendant très très longtemps. On n'avait pas connu de saison avec un si pauvre enneigement. Ensuite, deuxième point important, là, médiatique, ça a été les Jeux Interneige avec Guy Lux. Et c'est ce qui a... alors, nous, de l'intérieur, on ne peut pas le dire, mais c'est, je pense, au niveau national, puisque ça passait quand même sur la chaîne nationale de l'époque. La Plagne
En fait, l'ensemble des Français ont découvert la Plagne. Autre moment incontournable, alors si on fait un bond un petit peu dans le là. temps, mais bien sûr les Jeux Olympiques et la Bah, construction de la piste de bobsleigh. Alors, les Jeux Olympiques, effectivement, contre vents et marées, moi j'étais bobeur à l'époque, hein, j'avais fait un petit peu de bob sur route, avec surtout, on en faisait en Haute-Savoie, à Thônes et à La Plagne. Quand il a fallu choisir les sites olympiques, effectivement, l'équipe dirigeante de l'époque qui avait porté candidature s'est dit le bob et la luge, ce sera à La Plagne, puisque La Plagne, il y a une tradition et il restait le seul club en Savoie encore en activité. Donc pour nous, c'était une bonne chose. Pour les gens du ski, ça l'était un petit peu moins, quoi. Comment ça s'est passé à l'époque, ces années-là, vraiment la construction de cette piste? Alors la construction a été relativement complexe et difficile pour plusieurs raisons. Une, l'emplacement même, il fallait trouver un endroit qui ne gêne pas les pistes de ski. Il fallait trouver un emplacement qui soit relativement à l'ombre et froid. Donc c'est l'emplacement actuel de la piste, là où elle a été implantée. Malheureusement, avec un terrain avec une forte déclivité, donc énormément de travail, il a fallu carrément créer une plateforme avec des murs de soutènement très élevés. Donc ça a pris du temps. C'est ce qui a aussi alourdi un petit peu le coût de construction. Et puis le deuxième point à l'époque, parce nous utilisions, et l'ensemble des pistes de bob dans le monde utilisaient de l'ammoniac comme réfrigérant. Et par rapport à la réglementation française, ça a été relativement compliqué. Et il nous a fallu pratiquement une saison pour pouvoir ouvrir la piste et retravailler toute la sécurité passive. Non pas que l'utilisation de l'ammoniac soit dangereux, mais c'était une sécurité en prévision d'une éventuelle fuite. Donc ça nous a pris énormément de temps. Techniquement, c'était complexe à mettre en place. Ça a été très complexe, oui. Je sais qu'on avait des épreuves de tests, Coupe du Monde et tout, ça a été reporté. Moi, je prenais l'avion toutes les semaines pour aller sur les Coupes du Monde, expliquer qu'on reportait encore une fois de plus l'épreuve test ou ceci ou cela. Donc, on a passé un hiver vraiment compliqué et stressant. Comment vous avez pris, vous, part à cette histoire, cette aventure de la piste de bob? Alors, bon, je l'ai dit, j'étais bobeur, donc j'étais responsable du club. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne pratiquait que le bob sur route. Sur l'ancienne piste d'accès à La Plagne, à la mine de La Plagne, et en fait, l'arrivée était à La Roche. Donc, on était pratiquement dans les mêmes configurations que la piste actuelle. Et on effectuait, la Fédération française organisait chaque année un championnat de France sur piste à Innsbruck. J'y suis allé une fois ou deux. Et donc, j'étais aussi responsable bob, au niveau national du bob et de la luge. Et de fait, je me suis retrouvé, j'ai quitté mon emploi à l'école de ski où j'étais directeur à Belle-Plagne pour l'aventure des Jeux qui m'intéressait. Parce que c'était, pour moi, les Jeux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et vivre cette aventure, il fallait le faire, quoi. Quel souvenir vous en gardez aujourd'hui de ces Jeux? Si j'ai un souvenir, c'est la cérémonie de clôture à La Plagne. Extraordinaire. Ça a été bien organisé. Et puis alors, c'est la fin des Jeux. Et vous travaillez 4 ans. Et en plus, moi, quand je suis arrivé à Albertville, j'étais tout seul dans le bob. Il y avait une ou deux personnes qui connaissaient. Il y avait 1 ou 2 officiels en France, mais il n'y avait personne d'autre. Et il nous fallait à peu près 40 officiels en bob, 40 officiels en luge, qu'il a fallu former. Il a fallu leur montrer ce que c'était que le bob sur piste et la luge sur piste, qu'il a fallu former et tout. Donc ça a pris du temps. Et 4 ans de travail, il faut être prêt à la virgule, pile le jour des Jeux. Quand on vous dit que la télé, elle a besoin, il y a le créneau à 10h01, le premier bob, il faut qu'il parte à 10h01. Il n'y a pas droit à l'erreur. Donc ça, de la rigueur. Et surtout, alors cette cérémonie de clôture sur le front de neige de La Plagne, ça a été extraordinaire. Moi, c'est l'image que je retiens des Jeux. Je n'ai pas pu assister à la cérémonie d'ouverture, puisqu'on était en entraînement à La Plagne. Et on travaillait déjà. Donc, cérémonie de clôture à La Plagne, ça a été vraiment un moment inoubliable.
30 ans, un peu plus de 30 ans après, de nouveaux jeux se profilent à Pékin cette fois, mais la Plagne va envoyer des bobeurs à ces jeux. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution de la piste du club et puis sur ces jeunes athlètes qui représentent toujours le bob français? Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est les premiers jeux où on aura, en fait, on n'aura pas d'athlètes en luge malheureusement, mais on a des athlètes. On a donc un équipage en bobage féminin, l'équipage Bock. On a Romain Emmerich, donc l'équipage masculin, en bobadeur, boba 4. Et puis, je crois qu'il y a encore une incertitude quant à la qualification d'Agathe Bessard. Bon, elle est championne du monde junior. J'espère qu'elle aura un petit coup de pouce. Et ça, c'est depuis 92, c'est les premiers jeux où on a quand même des représentants dans ces 3 disciplines. Dommage qu'on n'en ait pas en luge, mais la luge, c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut leur espérer quand même de bien participer. Hein. S'ils pouvaient accrocher une médaille ou une bonne place, ce serait déjà bien. Médaille, ça sera compliqué pour certains, mais ça peut peut-être le faire pour Romain. Ça peut le faire aussi pour Margot en monobob. Hein. Là, je crois que c'est très très ouvert. Et pour nous, c'est une vitrine. Alors non seulement c'est une vitrine pour la piste de bob, mais je pense que pour les élus, c'est aussi ça légitime les investissements qui sont mis sur la piste de bob, ça légitime les investissements qui sont faits sur les athlètes, sur le club local. Donc c'est bien pour nous et c'est bien pour le sport français en général. Et puis la relève est assurée en luge, ce sera peut-être pour plus tard parce qu'on avait rencontré une toute jeune athlète dont le nom m'échappe, je m'en excuse auprès d'elle, mais qui est toute jeune et qui est déjà très prometteuse en luge. Oui, alors le gros problème, vous savez, dans une discipline, quand il n'y a qu'un athlète, c'est compliqué parce que vous devez mettre en place toute une structure, donc entraîneur, préparateur physique, ceci, cela, pour un athlète. Alors, c'est pratiquement injouable. Donc, à une époque, il y a eu quelques lugeurs. Hein. Il y a eu une époque 3 ou 4 lugeurs masculins. Il y a même une fille qui a participé aux Jeux de Salt Lake City, une fille de Mako. Donc, là, c'est jouable. Mais quand il n'y a qu'une athlète, je dirais la pauvre, entre guillemets, il va falloir qu'elle s'expatrie et travaille avec d'autres nations. Et en plus, on a un problème, c'est comment on a lâché une prise au niveau de la luge avant de récupérer tout le background technique au niveau du matériel, ceci, cela, ça va prendre du temps. Mais il faut espérer qu'elle arrive à faire quelque chose. Eh ben, on l'espère aussi. Merci beaucoup, en tout cas, André Broche, d'avoir été avec nous. Et puis, j'indique que si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur cette piste de bob, nous avions réalisé l'année dernière un panorama spécial que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux consacré donc au bobsleigh. Merci, André Broche. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Merci également au restaurant Pépé & Co qui nous accueille ici sur sa terrasse, juste au pied des pistes à La Plagne. On souhaite toute cette semaine un joyeux anniversaire justement à la station qui nous accueille. On parlera demain de la forêt plagnarde, véritable poumon vert d'une grande richesse. Je vous dis donc à très vite sur 8 Mont Blanc. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce 2e épisode de notre panorama consacré aux 60 ans de la Plagne. Et après une rétrospective historique hier, nous nous intéressons aujourd'hui à la forêt plagnarde. Pour en parler, je suis en compagnie de Véronique de Rigui. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous consacrer un petit peu de temps. Vous êtes responsable du secteur de la Plagne pour l'ONF. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu votre rôle, vos missions ? Alors, le rôle de l'Office national des forêts, c'est essentiellement la gestion des forêts publiques françaises. Donc, il faut savoir que nous sommes un service public dans les territoires, au plus près des propriétaires, notamment les communes. Et donc, l'État nous donne 4 grandes missions principales qui ensuite s'adaptent sur le territoire selon les contextes locaux. Donc, la première grande mission de l'ONF, c'est l'approvisionnement en bois des scieries, pour que les Français puissent bénéficier de bois locaux,
de tous les aménités qui vont avec, les produits qui aillent de la charpente au papier et tous les produits de consommation du bois, et éviter justement des importations et plutôt utiliser du bois qui vient de France. Donc ça, c'est une des premières missions de l'ONF. Une autre mission très importante de l'ONF, c'est la préservation de l'environnement. L'ONF est un des premiers gestionnaires d'espaces naturels en France, aussi bien les forêts et tous les milieux associés. Et donc ça, c'est une mission qui est très importante et qui devient de plus en plus importante, aussi bien de la part, avec l'État qui nous le demande, mais également la demande du grand public. La troisième mission de l'ONF, c'est accueillir le public et tous les publics en forêt. Et les publics sont très variés. Et on l'a vu notamment avec la crise du coronavirus, les demandes sont de plus en plus importantes et variées. Donc ça, c'est aussi une des missions de l'ONF. Et la dernière mission qui est très importante, c'est la protection des biens et des personnes, donc notamment en zone de montagne comme ici, face aux risques naturels, les avalanches, les crues torrentielles, les chutes de blocs. Donc ça, c'est aussi une des missions de l'ONF. Et pour ça, il y a un service qui est dédié, c'est le service de restauration des terrains de montagne. Et toutes ces missions sont bien sûr maintenant sous le couvert du changement climatique, puisque la forêt, comme nous tous, doit s'adapter aussi au changement climatique. Et donc sur le territoire particulièrement de la Plagne, avec les propriétaires communaux, on s'adapte, puisque forcément, on le voit ici autour de nous, les missions principales sont forcément l'accueil du public, et notamment vis-à-vis de la pratique du ski, mais également des pratiques d'été en montagne. La préservation de l'environnement, puisqu'on est sur des milieux de montagne fragiles, exceptionnels, qu'on retrouve nulle part ailleurs en France. Et les risques naturels, la préservation des populations face aux risques naturels. Et on assure toujours la production de bois, mais dans une moindre mesure par rapport à d'autres territoires de France. Donc on est vraiment un service qui a de grandes missions qui sont demandées par l'État, mais on s'adapte forcément au territoire. Alors justement sur ce territoire, je ne le savais pas forcément, mais en préparant cette émission, j'ai découvert que la forêt plagnarde est particulièrement riche et qu'on s'en occupe aussi, on fait attention à cette forêt. Comment vous intervenez pour préserver et protéger cette forêt ici à La Plagne ? Alors au niveau de l'ONF, on va préserver aussi bien la biodiversité ordinaire qu'extraordinaire. Donc effectivement, on a des sites particulièrement extraordinaires sur la Plagne. On a derrière nous la Cambrai-sur-Gypse, donc c'est une forêt de pins sambraux. Donc ce sont des arbres d'altitude qui sont sur un substrat tout à fait particulier, le gypse. Et donc forcément, cette forêt, elle abrite des espèces rares. Et donc on est particulièrement vigilant sur cette zone. On a sur d'autres secteurs, comme sur le secteur de Montchavin-les-Coches, une grande tourbière, celle du lac Noir. Et donc celle-ci aussi, c'est des milieux tout à fait originaux et spécifiques. Et puis d'une manière générale sur la Plagne, on a des populations locales, aussi bien au niveau des fleurs, comme le sabot de Vénus, qui est une espèce très emblématique, très, très particulière et très rare, ou des espèces animales, comme le tétralyre, qui sont des espèces également de montagne très fragiles. Et donc on travaille en concertation avec les propriétaires, les communes, avec la Société d'aménagement de la Plagne et puis d'autres partenaires pour les préserver. Mais au niveau aussi de la politique générale de l'ONF et de notre gestion quotidienne, on préserve aussi la biodiversité de tous les jours parce que en fait, la forêt d'une manière générale est très fragile. C'est un milieu très particulier qui abrite des espèces aussi bien oiseaux que des fleurs tout à fait originales qu'on ne retrouve pas forcément dans des milieux ouverts. Et donc notre mission, c'est de maintenir certains milieux, de maintenir toujours un couvert boisé, de garder des arbres, soit des très gros arbres, soit du bois mort tout simplement. Alors peut-être que parfois ça peut paraître un peu bizarre, mais ce bois mort permet qu'il y ait un cortège d'insectes qui nourrissent eux-mêmes des oiseaux et c'est toute la chaîne alimentaire qui en dépend. Donc voilà, il y a tout un tas de pratiques de gestion qu'on met en place pour tenir compte de la spécificité des milieux forestiers et forestiers de montagne. Comment il se porte ce milieu justement ? Quel est un petit peu l'état de santé de cette forêt aujourd'hui ? Alors d'une manière générale, sur la Plagne, on va dire que la forêt est globalement en bonne santé. Parce qu'on a quand même des espèces d'arbres qui sont assez variées. On a essentiellement l'épicéa, mais on a aussi du mélèze, on a des pins. Donc ça, c'est vrai que pour une forêt en meilleure santé, c'est bien d'avoir des espèces d'arbres qui soient variées. Ils résistent mieux aux attaques, aux maladies. Mais d'une manière générale, c'est vrai qu'on sent ces dernières années que le réchauffement climatique est à l'œuvre,
que les forêts sont fragilisées, que les attaques d'insectes se multiplient, que les sécheresses pèsent sur l'état de santé des forêts. La neige également l'hiver, elle est aussi abondante mais en quantité un petit peu variable, c'est-à-dire beaucoup de neige d'un coup, plus du tout de neige après, avec du vent, donc potentiellement ça peut déstabiliser aussi les forêts. La canicule de 2003, pourtant ça paraît loin, mais c'était déjà un effet du changement climatique, a généré un incendie de 80 hectares sur le secteur de Champagny. Donc voilà, donc le changement climatique est à l'œuvre et donc on est très vigilant pour accompagner les forêts dans ces changements qui sont en cours. Vous avez parlé de la neige, vous surveillez pendant l'hiver les avalanches. Pourquoi vous surveillez ces avalanches ? Tout à fait, on surveille les avalanches depuis de nombreuses années avec un autre organisme qui est l'IRSTEA, c'est un organisme scientifique. Donc les missions des techniciens locaux, ils ont des couloirs qui sont répertoriés avec des seuils d'alerte où en fait si ça dépasse ce seuil, ça veut dire qu'il faut être vigilant. Et donc du coup, ils répertorient toutes ces avalanches tout au long de l'année, enfin tout au long de l'hiver, parce que de l'année, l'été, il n'y a pas besoin. Ça permet à l'IRSTEA de compiler toutes ces données, de pouvoir étudier les phénomènes avalancheux, les fréquences, les quantités. On mesure à la fois la hauteur, la longueur, on mesure énormément de choses. Il y a aussi tous les éléments qui sont humains. Potentiellement, parfois il peut y avoir des décès, il peut y avoir des accidents graves. Donc ça aussi, c'est répertorié. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est de travailler sur le contour de l'avalanche, le contour maximum de l'avalanche. Ça permet de voir si l'avalanche sort de son contour habituel pour aussi étudier comment évoluent les phénomènes neigeux l'hiver et pour travailler aussi avec les communes dans tout ce qui est plan de prévention des risques, PLU, pour éviter de construire des zones qui avant n'étaient pas avalancheuses, qui le sont, ou au contraire des zones qui ne sont plus avalancheuses. Et donc le lien avec la forêt, ces phénomènes avalancheux, ils peuvent impacter les zones de forêt ? Alors la forêt a un rôle à jouer potentiellement sur les avalanches, puisque quand le départ d'avalanche est non boisé, c'est vrai que l'avalanche a plus tendance à partir. Les arbres peuvent retenir le manteau neigeux, la neige est sur les branches, donc du coup il y a moins de neige au sol, elles font tout doucement, et donc les arbres ont un phénomène qu'on appelle de structuration du manteau neigeux qui évite les départs d'avalanche. Donc pour des petites avalanches, on peut reboiser des zones pour éviter les départs d'avalanche et faire, ou en tout cas que les avalanches soient plus petites. Par contre, voilà, sur les grosses avalanches d'altitude qui partent vraiment très haut et qui sont des avalanches de fond, voilà, une fois que l'avalanche est partie, la forêt ne peut plus rien faire. Et généralement, soit la forêt ne pousse plus, soit les arbres sont emportés avec. On évoque le domaine skiable du coup avec vous, puisque il faut, j'imagine, bien veiller à une bonne cohabitation entre le domaine forestier et les pistes, les remontées. Tout à fait. Alors on travaille en étroite collaboration avec la SAP, la Société d'aménagement de la Plagne. On travaille donc plus particulièrement avec leur chargé de mission environnement. Donc ça, c'est vrai qu'on est très heureux de travailler avec des personnes avec qui on peut se coordonner. On travaille également avec donc, toute la direction qui aménage et qui s'occupe des projets. Donc on apprécie travailler avec eux puisqu'ils nous informent en amont des projets. On peut essayer de les faire évoluer en fonction des enjeux forestiers ou des enjeux environnementaux. Ensuite, au niveau des impacts qu'ils ont, c'est vrai que ce qu'on salue, c'est qu'il y a une tendance à la réduction du nombre d'appareils. Les appareils sont plus performants, plus rapides, ont une meilleure capacité. Donc, ce qui fait qu'il y a une réduction du nombre d'appareils, notamment les téléskis, qui, c'est vrai, ne sont pas très appréciés par le grand public et qui sont très dangereux vis-à-vis de la percussion pour les oiseaux. Donc voilà, il y a des progrès qui sont faits en la matière, des progrès technologiques que la SAP utilise. Et puis, ils ont une politique globale quand même axée sur l'environnement, parce qu'ils sont conscients des changements qui sont à l'œuvre. Et donc, quand des appareils sont démontés, on travaille avec eux pour reboiser les anciennes emprises avec des espèces d'arbres variées. On protège aussi des zones qui sont en cours de reboisement vis-à-vis du flux des skieurs. Donc voilà, donc il y a une vraie politique de travail en concertation pour essayer de minimiser les impacts, au moins en tout cas sur les milieux dont ils ont la charge aussi. On est ici cette semaine à La Plagne puisque la station fête ses 60 ans. Comment vous aimeriez voir évoluer la station et surtout sa forêt pour les 60 prochaines années ?
Alors, ce que je souhaite, c'est que dans 60 ans, la forêt soit toujours en bonne santé. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un enjeu majeur. On y travaille. Et donc voilà, c'est ça que j'espère le plus, c'est avoir une forêt qui soit adaptée au climat de demain, parce qu'on sait qu'il sera différent, et qu'elle ait eu le temps de s'adapter, parce que ce qui est très particulier pour notre travail, c'est que l'échelle des temps forestiers, c'est 100, 200 ou 300 ans, alors qu'on parle de changements dans la société qui sont extrêmement rapides. Donc voilà, moi ce que j'espère pour la forêt, c'est avoir une forêt qui soit adaptée au climat de demain, qu'elle soit plus présente, parce que justement il y aura peut-être moins d'appareils, encore moins d'appareils, et puis elle va forcément monter en altitude, donc qu'on puisse accompagner aussi cette évolution sur la montée en altitude des peuplements, et puis qu'elle puisse continuer à jouer tous les rôles qui lui incombent, la protection des personnes, l'accueil du public, la protection environnementale. Et parce que c'est vrai que c'est notre credo à l'ONF, c'est pas la forêt qui a besoin du gestionnaire ou des hommes, c'est vraiment l'homme qui a besoin de la forêt. Et donc j'espère qu'on aura encore une forêt en bonne santé pour assurer tous les bénéfices qu'elle nous donne au quotidien. Merci beaucoup Véronique de Rigui. Merci à vous, bonne journée. Merci d'avoir été avec nous et bon courage pour la suite de vos missions ô combien importantes. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis, merci à l'équipe derrière la caméra, merci également au restaurant Pépé & Co qui nous accueille cette semaine pour cette émission. On se retrouve pour le 3e épisode de ce panorama. Nous rencontrerons l'un des fondateurs de l'école de ski Oxygène qui fête, elle, ses 30 ans. À très vite sur 8 Mont Blanc. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre panorama. Vous le savez, cette semaine, nous sommes à la Plagne, la station de Tarentaise créée en 1961, fête cet hiver ses 60 ans. Et à la Plagne, il y a une école de ski bien connue, l'école Oxygène, fête elle ses 30 ans cette année. Et pour en parler, je suis en compagnie d'un de ses fondateurs, Julien Favre. Bonjour. Bonjour Victoria, merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que la saison bat son plein ici. Pour débuter justement, un petit mot sur le contexte. Comment se passe cette saison pour vous jusqu'ici ? Eh bien, comme vous pouvez le voir, elle se passe bien, il fait grand beau, on a beaucoup de neige. J'entends dans votre question, bien évidemment, peut-être plus tourner sur l'aspect, on va dire, commercial de cette saison. C'est assez mitigé. On a des débuts de saison très très forts sur des stations comme Megève ou Courchevel. Et puis un peu plus mitigé dans des stations comme Méribel, La Plagne ou Val d'Isère, essentiellement dû à la présence et à la non-venue de la clientèle britannique. Effectivement, ça vous touche particulièrement ? Particulièrement. Alors ça touche particulièrement nos stations de ski dites internationales. Et chez Oxygène Ski et Snowboard, on a une habitude et on travaille depuis très longtemps avec la clientèle britannique. Et bien évidemment, elle nous manque beaucoup. Est-ce que, avant de parler vraiment de l'histoire de l'école, est-ce que la saison... Comment vous avez vécu tout simplement la saison dernière, cette saison blanche ? La saison dernière, ça a été une saison originale, mais je pense qu'on va garder en mémoire. On a appris beaucoup de choses. On a aussi vécu une saison très particulière du fait donc, des non-remontées mécaniques, mais on a su travailler un petit peu. Rien de comparable avec ce pourquoi on est dimensionné dans nos stations, mais on a pu skier différemment, travailler nos clientèles et nos élèves différemment. On s'est beaucoup adapté et très rapidement adapté, notamment sur le ski de randonnée, dans nos magasins. On a pu avoir du matériel en quantité pour essayer, on va dire, de pallier au manque des remontées mécaniques. Et puis on a vécu aussi personnellement ça comme quelque chose d'assez agréable, pouvoir pratiquer notre montagne tout l'hiver au calme, avec du ski de randonnée, de la fondue en montagne, des choses comme ça. Donc c'était très dur, mais l'État a quand même été présent pour aider nos moniteurs de ski, nos entreprises. Et on va dire que passé le choc émotionnel, eh bien, on a pu profiter d'une saison originale dont il faudra se souvenir. Est-ce qu'il y a des choses qui restent quand même on a beaucoup parlé du ski de rando, de la raquette qui s'est développée. Est-ce que vous retrouvez cette tendance, alors moindre forcément, mais un petit peu quand même cet hiver ? Oui, on la retrouve, alors moindre parce que
très honnêtement, les gens sont ravis d'avoir des remontées mécaniques et il y a une vraie volonté de prendre des remontées mécaniques. Le ski de randonnée, on va dire, nécessite un effort. Je crois que dans un premier temps, on va faire un peu de remontée mécanique et puis ça va revenir et ça va rester bien évidemment dans la culture. Ça l'était déjà. Le Covid a été peut-être plus un accélérateur de tendance ou un accélérateur forcé comme on a pu avoir l'année dernière. Mais le ski de randonnée existait et perdurera. La raquette et toutes ces activités annexes aussi. Ça a aussi permis de créer ou avoir envie de créer des nouvelles activités à Oxygène. Par exemple, on a lancé les moonbikes à la Plagne, qui sont des motos électriques, tout à fait dans l'air du temps et qui sont le résultat de la confrontation qu'on avait un petit peu l'année dernière dans un domaine très restreint où on pouvait trouver toutes les activités au même endroit et tout n'a pas été facile et c'est vrai que ça nous a inspiré par exemple pour créer les moonbikes à la Plagne cette année. Alors, passé ce contexte, revenons un petit peu sur l'histoire d'Oxygène, parce que l'école a été créée en 1992 par vos deux frères, Bertrand et Pierre de Montvallier. Pourquoi ils ont créé cette école au départ ? Parce que c'était des enfants terribles peut-être, l'envie, l'amour du ski et peut-être un projet personnel dans lequel, dans les structures existantes dans les autres écoles de ski, ils ne trouvaient peut-être pas suffisamment d'éléments pour s'épanouir dans leur travail, dans leur ski. Et au même moment, on a eu aussi, c'était l'arrivée et c'était un petit peu l'apogée du marché britannique qui était un petit peu délaissé par les autres écoles et le concours de circonstances des deux eh bien, a forcé un petit peu le destin et a créé Oxygène. Comment vous avez rejoint, vous, l'aventure ? Alors, j'étais peut-être pas un enfant terrible, mais l'amour de la montagne. Je suis né à La Plagne, alors il y a maintenant presque 45 ans. La Plagne a 60 ans aujourd'hui, Oxygène 30 ans. Et bien, très naturellement, l'appel du ski, les frères aînés ayant monté l'école de ski, et bien, se laisser glisser dans le métier. Et j'y suis rentré il y a maintenant 27 ans. Et depuis cette période, l'école a bien grandi, puisque vous avez ouvert d'autres écoles dans d'autres stations de Savoie, puis de Haute-Savoie. Aujourd'hui, vous êtes implanté dans une quinzaine de sites et vous comptez 300 moniteurs. Qu'est-ce qui vous distingue des autres écoles ? Alors, on est implanté donc Savoie, Haute-Savoie, puis aujourd'hui aussi dans les Alpes du Sud pour Serre-Chevalier et Pralou. Notre métier, c'est de rendre service à la clientèle. On dit toujours, au début, c'est un client de l'école de ski, puis ça devient un élève des moniteurs de ski. Notre savoir-faire, c'est l'exigence. C'est la volonté de réussir le cours de ski ou l'encadrement, parce qu'on ne fait pas que des cours de ski, mais on fait aussi beaucoup d'activités annexes. On a des magasins de ski et quoi de plus sensé qu'un moniteur de ski pour vous donner le bon matériel de ski. Et donc la différence, elle est toujours un petit peu difficile à expliquer. Je vous disais tout à l'heure, on a la même neige, les mêmes remontées mécaniques, les mêmes skis, les mêmes clients. Eh bien, notre métier, c'est surtout de s'attacher à la satisfaction de nos élèves, au plaisir qu'ils vont rencontrer en montagne à travers les différentes activités qu'ils partageront avec nous. Et puis, vous l'avez dit, il y a des services annexes. On a l'impression que c'est un peu plus qu'une école. C'est vraiment tout un concept de la location à l'accompagnement. Et il y a même un café qui a ouvert cette année. Exactement, et on en est ravis. C'est un café à Tignes qui fait partie un petit peu des petites originalités qu'on peut se permettre dans notre métier, puisqu'on maîtrise toute la chaîne. Le parcours client est essentiel. À partir du moment où vous pensez venir en vacances, à partir du moment où vous choisissez une station jusqu'à ce que vous rentriez chez vous, eh bien, tout ce parcours client est fondamental. La location, la réservation, on travaille avec beaucoup de partenaires. Oxygène a même une agence immobilière, aujourd'hui une agence de voyage. On travaille avec beaucoup de partenaires, hôtels et résidences, et jusqu'à l'expérience sur neige. Et puis quand vous avez bien skié dans votre journée, vous avez passé une bonne journée, vous voulez en faire encore un petit peu, eh bien, on peut faire de la luge, on peut faire de la mounbike, on peut faire du vélo. Et tout ça jusqu'à la fin de votre semaine. Et puis quand vous rentrez chez vous, eh bien, on est très content de savoir aussi si vous êtes bien rentré chez vous. Et ce parcours client, aujourd'hui, il est indispensable pour choyer nos clients.
Puis vous l'avez dit juste avant, la différence c'est que vous êtes en bleu aussi. C'est une différence. Le bleu se voit bien et on aime beaucoup ce bleu qui est aujourd'hui la couleur mondiale des écoles de ski qui ne sont pas les écoles de ski historiques. Et on en est ravis puisqu'on a été à l'initiative de ce bleu et je le trouve très très bien. Est-ce que vous avez des projets d'expansion? Vous allez aller encore plus loin dans d'autres stations? Oui, alors c'est peut-être une histoire de montagne, plus loin, plus haut. Pour Oxygène, bien évidemment, il n'y a pas de limite. Ce qu'on fait aujourd'hui, là où on est le plus pertinent, c'est d'accompagner des professionnels en station qui souhaitent développer des écoles de ski à travers notre marque, à travers notre identité, notre philosophie. Et aujourd'hui, développer des écoles de ski dans des nouvelles stations sont clairement dans nos projets. On regarde très clairement aujourd'hui la Suisse qui nous sollicite beaucoup. Et puis toutes les stations où des écoles de ski, des moniteurs ont un besoin d'encadrement, d'accompagnement, de développement, eh bien on est prêt à les accompagner. C'est ici que l'histoire a commencé, à La Plagne quand même, vous allez rester fidèle ici à cette station? Bien évidemment, La Plagne a 60 ans, c'est pas rien pour une station de ski. Nous on a 30 ans, on est encore tout jeune et bien évidemment je suis très attaché à La Plagne, je vis à La Plagne, mes enfants sont à l'école à La Plagne. Alors c'est très amusant parce que j'y suis passé sur les bancs de l'école, maintenant ce sont les enfants. Alors, même si je travaille dans toutes les stations de ski que je trouve aujourd'hui en France, on a le premium de ce qui se fait de mieux au monde en termes de stations de ski, je suis très attaché à La Plagne. C'est un domaine sans équivalent. Alors, je m'excuse auprès des autres stations et du message qu'ils vont entendre, mais La Plagne est probablement le domaine skiable le plus riche au monde, avec sa plus grande variété. On a de la forêt, on a de la haute altitude, on a un très très beau domaine en sud, on a des pentes nord vertigineuses et gigantesques, et je suis très très attaché à La Plagne évidemment. Qu'est-ce que vous lui souhaitez alors pour ses 60 ans ? Alors aujourd'hui, 60 ans, c'est l'heure de se projeter pour les 60 prochaines années. Je les accompagnerai peut-être pas toutes, mais sur un bon bout de chemin. Et je souhaite surtout qu'on retrouve le plaisir et la légèreté qu'on avait un petit peu il y a un peu plus de 20 mois quand on venait au ski. Le ski, ça doit être une fête au bon sens du terme, au sens littéral. On vient pour s'en amuser de la montagne, on vient pour passer un bon moment. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a été très pesant, cette crise pour nous, cette crise sanitaire. Elle existe encore, elle est encore un petit peu là. Je souhaite à La Plagne qu'on retrouve la joie des sports d'hiver. Est-ce que vous prévoyez de fêter aussi dignement vos 30 ans ? Ah bien sûr, alors on est moniteur de ski. Si on ne fête pas nos 30 ans en tant que moniteur de ski, ça serait presque une entache au métier. On a la chance d'avoir dans nos saisons une année qui court sur 2 saisons. Cette année, on propose pour nos 30 ans aux clients qui le souhaitent de venir passer un moment de ski avec nous. On leur offre un moment de ski avec nos moniteurs tous les 30 du mois. Et ce jusqu'à la fin de saison. Et puis on préparera le début de saison donc 2022 de l'année prochaine, je dirais avec la grande fête qu'on attend tous. Et on espère que vous pourrez fêter tout ça dans un contexte apaisé. J'en suis convaincu. Merci beaucoup en tout cas Julien Favre d'être passé nous voir. On vous souhaite une belle suite de saison. Je vous remercie Victoria, je remercie toute l'équipe et je vous souhaite aussi une très très belle saison. Merci, à bientôt. Et merci à vous pour votre fidélité. Je compte sur vous pour le dernier épisode de ce panorama à La Plagne. Nous retrouverons la championne Marie Martineau qui reviendra avec nous sur sa carrière ici à La Plagne. À très vite sur 8 Mont Blanc. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous. Elle est née en 1961. La station de La Plagne nous a accueillis tout au long de la semaine pour ce panorama spécial consacré aux 60 ans de la station. Et dans ce dernier épisode, je suis en bonne compagnie puisque la championne de ski freestyle Marie Martineau m'a rejoint. Bonjour Marie. Salut, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps. Vous avez été vice-championne olympique en 2014 et 2018 en halfpipe. Vous avez aussi remporté les X Games en 2017 aux États-Unis. Comment se passe la retraite depuis 2018 ?
Eh bien, elle se passe bien, c'est toujours assez appréciable pour le peu qu'on l'ait décidé. Du coup, vu que c'était mon cas et que j'avais vraiment un petit peu tout orchestré et décidé d'arrêter à ce moment-là, ça se passe plus facilement que si ça avait été sur blessure. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Et puis j'ai fini avec de beaux résultats, donc une impression d'avoir bouclé la boucle. Donc voilà, je suis plutôt heureuse d'être jeune retraitée. Comment, si on revient un petit peu au début, même au tout début, vous êtes l'enfant du pays ici à La Plagne, comment ça a débuté votre histoire avec le ski? Eh bien, j'ai un grand-père maternel qui était lyonnais, mais qui était passionné de ski, alors de ski l'hiver et de ski nautique l'été. Et donc, il avait pris l'habitude de monter de Lyon ici faire du ski. Et puis, ma maman a suivi, et puis elle est devenue monitrice. Elle a rencontré mon papa qui damait les pistes. Ils m'ont créé et moi je suis, comme tu le disais, une gamine d'ici. Donc voilà, j'ai passé mon enfance dans les galeries de La Plagne. Voilà, c'était des gamins que tout le monde connaît. Et puis donc j'ai très vite été mise sur les skis. Alors plutôt par mon grand-père parce que mes parents travaillaient beaucoup et donc c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et appris à skier. Quel âge vous aviez au moment des Jeux Olympiques en 92? En 92, pour les Jeux d'Albertville, j'avais 8 ans. Donc j'étais à l'école primaire. On passait le plus clair de notre temps à dessiner des mascottes. Voilà, et à attendre ce truc dont tout le monde parlait. Il faut bien imaginer que toute la vallée attendait ces Jeux. Ça a transformé physiquement la vallée dans les infrastructures. Voilà, il y a plein de choses qui ont été construites, notamment la piste de bob ici. Donc tout ça, on l'a vécu comme... Enfin, ça paraissait dingue que le monde entier tourne autour de cet événement-là. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et puis, quand les Jeux sont vraiment arrivés, on a eu la chance de voir la cérémonie d'ouverture à Albertville avec tous ces bonhommes colorés. Enfin, moi, j'avais 8 ans, c'était magique. J'avais l'impression que Disneyland était chez nous, quoi, vraiment. Et puis, en plus, on a eu la chance de pouvoir aller voir quelques épreuves. Donc voilà, j'ai été imprégnée des Jeux Olympiques et c'est devenu un truc, ça a intégré mon ADN, j'ai envie de te dire. Ça vous a influencé même dans votre choix de carrière par la suite? Oui, à la suite des Jeux, j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir faire du ski acrobatique. C'est la discipline qui m'avait le plus marqué. Donc voilà, j'ai voulu faire ça. Il y avait des grands champions à La Plagne, je voulais être comme eux. Donc oui, c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Oui, ce sont vraiment les Jeux qui ont mis la première pierre. Vous avez intégré le club des sports de La Plagne, qui est un club assez réputé. On dit souvent que c'est une vraie usine à champions. Ça a été dur d'intégrer ce club? Alors pour ma part, ça a pas été difficile comme on pourrait l'imaginer, à devoir passer des tests ou quoi. Ça a été plutôt difficile parce que j'étais trop petite. J'avais donc 8 ans et normalement on peut rentrer au club à un âge aussi jeune, mais il faut passer par ce qu'on appelle les bases communes, c'est-à-dire voilà, on apprend le ski dans toutes ses largeurs. Et moi je voulais faire du ski de boss, je voulais faire des 360 et donc j'ai enquiquiné le monde mais ils ont fini par accepter, ils m'ont fait faire des tests et puis ils m'ont accepté au sein de la section freestyle et donc j'étais toute petite par rapport aux autres, je vais avoir 3-4 ans de moins que les plus jeunes. Mais voilà, c'est super, ils m'ont intégré dans cette section et j'ai pu connaître la suite de mon parcours, quoi. Comment vous pourriez expliquer que ce club, je l'ai dit, c'est un peu une usine à fabriquer des champions? Comment ça se fait qu'il y ait tant de compétiteurs de haut niveau qui sortent de ce club, d'après vous? Je pense que ça vient essentiellement de la qualité des entraîneurs. Et de cette culture qui a toujours été, de tous les bénévoles qui sont impliqués dans le club année après année. Et il y a toujours eu des gens à la tête qui étaient visionnaires, volontaires, qui ont beaucoup brassé et qui ont réussi à fédérer autour du club. Il faut beaucoup d'argent pour faire tourner un club des sports. Donc des gens qui ont toujours eu la réussite d'aller chercher de l'argent là où ils ont pu le trouver et pour faire fonctionner tout ça. Et derrière, voilà, un esprit de compétition. Et on est une grosse station. La Plagne, c'est 10 stations. Donc, c'est d'autant plus de gamins qui peuvent prétendre à devenir des champions. Donc, voilà, plus la base est large, plus on en prend soin et plus on arrive à avoir des champions tout en haut. Et puis c'est une terre de freestyle quand même, parce que dans votre sillage, il y a eu Kevin Rolland, aujourd'hui Tess Le 2, Antoine Adélis. Vous me disiez aussi en préparant cette émission qu'il y en a eu bien d'autres aussi avant, des skieurs freestyle. Comment vous expliquez ça? Je crois qu'il y a des grandes écoles, il y a des grands gens, c'est toujours aussi une histoire humaine. Alors pour ce qui est de ma génération et des suivantes, on a la chance d'avoir Greg Guénet qui est vraiment
c'était mon coach quand j'étais toute petite au club. Voilà, il m'a connue à 10 ans. Avoir des mecs comme ça qui ont un supplément d'âme et qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour faire des grands coachs, ça crée des générations et puis forcément pour les autres plus jeunes, quand tu as vu la réussite obtenue avec ceux qui t'ont précédé, je pense que ça fait du bien et tu te dis ok, j'ai envie de bosser avec ces gens-là. Et après, me précédant, c'est pareil, il y a toujours eu un truc freestyle à La Plagne. Il y a 2 écoles, il y a la Clusa et il y a La Plagne. Ce sont les 2 gros pourvoyeurs d'athlètes de ski freestyle. Ce sont 2 écoles un peu différentes, 2 approches différentes. Il y a une rivalité mais qui reste saine. Mais oui, c'est vrai que La Plagne fait partie de ces gros pourvoyeurs de médailles en freestyle. Je ne peux pas l'expliquer autrement que par le côté humain et je pense que c'est la meilleure raison. Vous avez eu une belle carrière internationale avec des beaux résultats, on l'a dit. Est-ce que vous avez accompli tout ce que vous souhaitiez faire au niveau sportif et humain peut-être aussi? Ouais, alors on s'est bien compris, les 2 vont de pair, en tout cas dans la façon que j'ai de câbler les choses. Et oui, non, j'ai aucun regret. Il ne faut pas en avoir, surtout pas. Il faut vivre l'instant présent, en tout cas c'est ma philosophie, et apprécier tout ce qu'on peut avoir, se donner les moyens. Voilà, je pense que j'étais travailleuse, et donc partant de là, j'ai aucun regret à avoir parce que le chemin était super et m'a épanouie et voilà, je suis une humaine super heureuse aujourd'hui, donc non, aucun regard décevant sur le passé, quoi. Est-ce que vous avez un conseil ou quelque chose à dire à ces athlètes qu'on a évoqués qui vont partir très prochainement au JO, donc notamment en ski freestyle, Kevin Rolland, Tess Le 2 et Antoine Adélis, mais il y a aussi d'autres champions, on en a parlé dans cette émission, qui vont partir notamment en bob. Vous avez un conseil pour eux? Bon, alors c'est tous déjà des grands champions, donc évidemment je ne me placerai jamais au-dessus d'eux pour les conseiller. Maintenant, si je devais répondre à cette question et qu'ils m'écoutent, je leur conseillerais de regarder un des télésièges tourner. Voilà, regarder les sièges passer comme ça au niveau d'un pylône et de se dire que de toute façon, quoi qu'il se passe là-bas, le télésiège continuera de tourner. C'est une image, mais c'est de dire que les choses continueront de se passer comme elles doivent se passer et que si ça peut permettre de dédramatiser l'enjeu, c'est de se dire que voilà, ce qu'on fait au jeu ne change pas la face du monde et du coup ça permet d'évacuer un peu la pression et de se dire ok, de toute façon ça ne change rien, donc peut-être j'ai pas besoin de me mettre autant de pression sur les épaules. Je leur dirais ça parce que ça a marché pour moi, je m'étais fait cette remarque-là et que ça a pas mal marché. Donc, si ça peut les aider, ce serait super. Et c'est plutôt une belle philosophie. Est-ce que vous allez les regarder, les suivre un petit peu pendant ces Jeux? Alors à fond, je vais super les suivre parce que j'ai la chance de commenter les Jeux pour France Télé. Donc je serai dans le cœur du réacteur et donc je vais pouvoir les observer à la loupe. Et puis on sait que les conditions font qu'il y a peu de chances qu'on puisse se voir de visu parce qu'avec les bulles on sera un petit peu séparés. Mais c'est pas grave, je serai tout proche. Justement, vous parlez de votre nouvelle carrière maintenant de consultante et puis vous avez été aussi élue au conseil municipal de votre commune d'origine ici. Comment se passe cette nouvelle vie? Est-ce que vous avez le temps de skier encore un petit peu? Alors non, j'ai plus beaucoup de temps pour skier parce que le fait d'être consultante sportive fait que je passe la moitié de mon temps sur Paris parce que voilà, les chaînes sont là-bas. Et puis l'autre partie, je la passe ici et donc je suis assez prise avec mon rôle d'adjointe à la mairie. Pour le peu, au départ, c'était juste une volonté d'aider et si je pouvais mettre à profit de la mairie d'Aime-la-Plagne mes connaissances et les choses que j'ai pu accumuler de par mes voyages et puis le carnet d'adresses que j'ai aussi, je trouvais ça plutôt chouette de pouvoir rendre à l'endroit où j'ai grandi un petit peu et finalement la maire Corinne Méroni m'a proposé après les élections de prendre un peu plus de galons et de m'investir plus et j'ai accepté et je regrette vraiment pas parce que pour le peu c'est une expérience que je trouve super enrichissante et puis j'aime me rendre utile. Donc me mettre au service des gens les plus proches de moi finalement, mes voisins quoi, tout simplement. Donc voilà, je suis une reconvertie super heureuse. Qu'est-ce que vous souhaitez à La Plagne pour ses 60 ans puisqu'on célèbre cet anniversaire cet hiver? Eh bien, je vais souhaiter à La Plagne pour ses 60 ans
de réussir le pari fou de la reconversion écologique, de réussir à continuer à proposer la montagne au plus grand nombre parce que c'est dans notre ADN et qu'on n'est pas là pour la garder pour nous et se replier. Donc de vraiment réussir à rester ouverte, à accueillir le monde, mais à réussir à, en accueillant la masse, le faire de manière le plus écologique possible. Il y a des transitions à faire et on travaille déjà dessus et j'espère qu'on arrivera à relever ces défis-là pour que la montagne reste à tout le monde, mais qu'on arrive à la protéger en même temps. Voilà. C'est un beau défi, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Marie, d'être venue nous voir et on vous souhaite une belle année. Eh bien, tout pareil. Bonne année à vous, bonne année à tous vos téléspectateurs. Voilà, soyez bien heureux. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, merci à vous également de nous avoir suivis. J'en profite également pour remercier l'équipe de l'Office de tourisme de La Plagne pour l'organisation de cette émission. Merci à François Pirot à la réalisation, à Clément et Victor au cadre et à Manon Boulben à la coordination. On se retrouve très très vite sur 8 Mont Blanc pour de nouvelles aventures. À bientôt.